Voilà, nous démarrons. Merci beaucoup d'avoir d'ores et déjà commencé à présenter Raphaël Enthoven, que nous avons encore une fois le plaisir d'accueillir. Je vous remercie d'accueillir Raphaël Enthoven et de l'applaudir chaleureusement. Raphaël, en deux mots, on ne te présente plus, mais encore une fois, merci d'être là. Philosophe émérite, professeur agrégé de philosophie d'ailleurs, extrêmement présent dans les médias, et on vous suit de manière assidue pour vos prises de position, votre défense de l'universalisme républicain qui vous tient à cœur, beaucoup de principes qui sont très importants, la lutte contre l'antisémitisme, qui vous a valu de nombreux échanges, notamment aux tribunaux, vous nous en parlerez, et un livre magnifique de mon ami Malka. Également, sans oublier naturellement le fait que vous preniez des positions toujours de responsabilité morale, très importantes. J'en veux pour preuve les derniers échanges et les dernières tribunes que vous avez pu publier sur ce qui se passe actuellement en Israël, et on pourra en parler, parce qu'on se dit tout, et c'est normal. Entre amis, on doit toujours tout se dire. Donc cette soirée est sous le signe de l'échange, du débat. Vous êtes particulièrement qualifié pour le faire. Je vous remercie encore infiniment d'être là et je vous laisse la parole. Merci. Merci de cet accueil qui me comble. Je suis enchanté d'être ici, tout simplement. Heureux de revenir ici et enchanté d'être avec vous pour cette soirée. Alors, on va parler d'antisémitisme, hein, on va mettre les pieds dans le plat, on va bien se marrer. C'est prévu. Alors d'abord, il faut quand même poser le décor. Un principe. D'abord, pourquoi le vocabulaire a-t-il inventé deux mots ? Pourquoi avoir inventé antisémitisme ? Pourquoi ne pas se satisfaire de racisme ? Pourquoi racisme et antisémitisme ? Autrement dit, pourquoi la haine des Juifs fait-elle l'objet d'un traitement spécifique ? Est-ce, alors du point de vue de l'antisémite, c'est certainement un traitement de faveur. En réalité, il n'en est rien. En réalité, ce qui se passe, et cette différence est essentielle, c'est que le racisme se présente essentiellement comme une haine de l'autre. Mettons que, par exemple, vous soyez blanc et que vous aimiez pas les noirs. Vous n'êtes pas malin. Mais votre sottise s'appuie sur l'objectivité d'une différence. Vous n'allez pas, si vous êtes blanc, devenir noir. À moins d'être Michael Jackson, si vous voulez, ou inversement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On transite rarement d'une couleur à l'autre. Donc, vous n'allez pas devenir votre antipode. Non. Donc, vous vous appuyez sur l'objectivité d'une différence. Mais quand vous êtes antisémite, vous vous appuyez sur une différence beaucoup plus difficile à saisir. L'antisémitisme, dit Jankélévitch, s'adresse à un autre imperceptiblement autre. Il exprime l'inquiétude que le non-juif éprouve devant cet autre presque indiscernable de lui-même, le malaise du semblable vis-à-vis du presque semblable. Autrement dit, peut-être y a-t-il des juifs dans la salle. On n'en sait rien. Rien ne permet de le dire. C'est ça qui est important. Et l'antisémitisme s'appuie sur le seul meuble d'une différence qu'il n'arrive pas à nommer. Alors, tantôt c'est le juif déicide, tantôt c'est le juif avare, tantôt c'est le juif génocidaire, tantôt c'est le juif, le juif avec le nez crochu naturellement, le juif radin. On essaie de lui accoler quantité de vices dont les juifs ne sont pas les propriétaires exclusifs naturellement. On essaie de lui accoler quantité de vices qui permettent de le saisir, qui permettent de le nommer. Mais l'antisémitisme, avant d'être une haine de l'autre, est une haine de soi-même. Exactement comme, l'homophobie. Il y a peut-être des homosexuels dans la salle.
Et là encore, on ne peut pas le dire. C'est la raison pour laquelle l'antisémite, comme l'homophobe, se représente très volontiers le juif ou l'homosexuel comme une cinquième colonne à l'intérieur de l'État, comme un être profondément sournois, essentiellement sournois. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à l'identifier et que si ça se trouve, on l'est peut-être un peu soi-même. Autrement dit, c'est pas la haine de l'autre qu'il faudrait combattre pour écraser la bête immonde. C'est la haine de soi. Autant vous dire, les amis, que c'est un combat perdu d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mener. Et il faut le mener aujourd'hui, d'autant plus vigoureusement que le nouvel antisémitisme, celui que nous vivons désormais, le nouvel antisémitisme a cette particularité de ne pas se vivre du tout comme un antisémitisme. Je veux dire, les nazis assumaient une haine métaphysique du juif, une haine essentielle, incausée. Voilà, le juif, parce qu'il est juif, c'est la cause de tout, etc. Donc, il y avait vraiment, ils assumaient une haine absolue. Et alors que les nouveaux antisémites, haïssant le juif, non parce qu'il est juif, mais parce qu'ils le soupçonnent de sionisme, se défendraient la main sur le cœur d'être dans la haine. Le nouvel antisémitisme, c'est une version de la haine des Juifs qui se persuade elle-même d'être un exercice de tolérance, ce qui le rend beaucoup plus difficile à combattre. C'est une peste qui s'ignore. Parce que, alors, c'est une peste, parce que les champions du nouvel antisémitisme diffusent à l'envi la propagande du Hamas ou du Hezbollah, en exhibe les symboles, le fameux triangle rouge inversé, sous prétexte de lutte ouvrière. Ça, je fais juste une parenthèse là-dessus, si vous voulez, parce que ça, c'est un argument quand même qu'il faut avoir. Vous savez, les gens qui vous disent qu'ils se promènent avec le pins du triangle inversé, c'est le symbole du Hamas. Et ils vous disent, mais pas du tout, c'est un symbole des luttes ouvrières. Jean-Luc Mélenchon le portait en 1998. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le truc est signifié lutte ouvrière? C'est comme quelqu'un qui porterait une croix gammée en disant, mais pas du tout, c'est un symbole hindouiste. On ne peut pas, comment dire, vous ne portez pas innocemment quelque chose quand vous faites ça. Le sens ultime, alors, vous ne pouvez pas purger la chose en invoquant une autre signification. On y reviendra à propos des mains rougies. Mais enfin, c'est très important cette histoire. L'argument selon lequel ce triangle signifie autre chose, ou bien peut signifier autre chose. On n'en a rien à foutre qu'il puisse signifier autre chose. C'est ça qu'il signifie. Les partisans du Hamas brisent des vitres. Il y a des nuits de cristal en Amérique. Ils brisent des vitres et ils taguent le triangle rouge inversé. Qu'est-ce que j'y peux? Donc c'est un symbole maudit. Et ceci me paraît absolument essentiel à rappeler. Alors, donc, le nouvel antisémitisme, ils diffusent à l'envi la propagande du Hamas, ils en exhibent les symboles, ils répandent les tropes antisémites les plus anciens, le juif empoisonneur de puits, le juif financier, le juif, etc., etc. Ils applaudissent des étudiants qui excluent des juifs d'un amphi. Ils reprennent l'image soralienne des dragons célestes pour parler des juifs. Ils font la liste des juifs qu'ils jugent nuisibles. Ils parlent d'entité sioniste à propos d'Israël. Ils font huer une association de féministes attachées à faire reconnaître le viol de juives. Nous vivrons. Ils soupçonnent le CRIF de gouverner la France en secret. Si seulement. Un moment quand même. Ou des gens comme Benjamin Haddad, par exemple, d'être acquis à la politique de Netanyahou, pour la seule raison qu'il est juif. Et tous, David, Ercilia, Thomas, Louis, Alma, Manuel, Emeric, Mathilde, Sébastien, Jean-Luc ou Rima, s'indignent presque, mais alors certains sincèrement, ils s'indignent quand on les accuse d'antisémitisme. Ils valident un pogrom en le présentant comme un acte de résistance. Ils reprennent au mot près la rhétorique d'une organisation terroriste dont la charte prévoit l'élimination de tous les juifs, mais qu'on se le dise, ils ne sont pas antisémites. La preuve, ils n'aiment pas les nazis. Et on s'est même engueulé là-dessus avec Mélenchon, il s'oppose fermement à l'édition nouvelle de Mein Kampf comme à celle des pamphlets de Céline.
Position tout à fait absurde au passage d'ailleurs, évidemment. Vous avez accès en 2 clics au contenu de Mein Kampf. Je préfère une édition universitaire avec un appareil critique précis, avec une introduction, avec du travail, plutôt qu'une édition pirate qu'on va trouver en ligne. C'est évident. Les pamphlets de Céline, c'est la même farine. Il faut publier tout ça. Il faut publier et le sertir dans un commentaire efficace qui restitue les choses. On est pour la connaissance, on n'est pas pour le déni. Un texte n'est pas impubliable parce qu'il est antipathique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'écrire. Donc, bien sûr qu'il faut publier tout ça. Alors, évidemment, du côté des insoumis, c'était non, halte au feu, c'est un texte qui est à l'origine d'un génocide. Non, le texte n'est pas à l'origine d'un génocide. C'est pas Mein Kampf qu'Hitler a écrit en tôle en 23 qui est à l'origine du génocide. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est la victoire des nazis, etc. Bref. Il faut publier ces textes. Et donc, eux se disent, non, mais non, regardez, on n'est pas antisémite puisque on est contre la publication de ça. Alors, on n'est pas soulagé quand on entend ça, si vous voulez. En fait, la vraie question, et le truc intéressant qui doit susciter notre curiosité, plus que notre indignation, c'est comment peut-on être si spectaculairement antisémite tout en le sachant si peu? Je veux dire, comment peut-on à ce point haïr les Juifs sans s'en apercevoir? Alors, la réponse est toujours la même. Ils font la différence entre le judaïsme comme religion, amen, et le sionisme comme projet colonial. Autrement dit, ils ne s'en prennent pas aux juifs, ils s'en prennent aux sionistes, peu importe que ce soit parfois les mêmes. Alors, comme on s'est donné une bonne raison de leur en vouloir, comme on s'est persuadé de les détester pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils sont, eh ben, on peut s'en donner à cœur joie sans se sentir coupable de quoi que ce soit. Le sionisme, c'est l'alibi bien pensant d'un antisémitisme qui persiste à se présenter comme la victime de ses proies. Les nouveaux antisémites pourchassent les juifs comme les nazis traquaient les cancrelats, mais ils le font au nom de la lutte de l'opprimé contre l'oppresseur. Et là encore, une phrase de Jean Kelevitch qu'on connaît souvent, mais qu'on ne cite pas assez, l'antisionisme, 1963. L'antisionisme est la trouvaille miraculeuse, l'aubaine providentielle qui réconcilie la gauche anti-impérialiste et la droite antisémite. L'antisionisme donne la permission d'être démocratiquement antisémite. Mais il y a, d'une certaine manière, pire que les tueurs, plus dangereux qu'eux, il y a ceux qui leur trouvent des excuses. Ceux qui leur trouvent des excuses. Alors, par exemple, vous savez, ça, le système qui consiste à trouver des excuses, c'est un système qu'on a bien éprouvé. Par exemple, au moment du 11 septembre, vous avez des gens pour dire « les États-Unis ne l'ont pas volé ». Au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo, vous aviez des gens pour dire que les dessinateurs avaient été offensants. Au moment d'un viol dans le métro, vous avez des gens pour dire que la victime portait quand même une jupe relativement courte. Et quand il y a eu une chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam à l'issue du match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv, une pure opération de lynchage, organisée, planifiée sur télégramme, qui a fait 25 blessés, dont 5 blessés graves. Qu'ont dit les avocats de la cause palestinienne à ce moment-là? C'est fou d'avoir d'aussi mauvais avocats. Ils ont dit que c'était à cause de quelques hooligans israéliens qui ont agressé un chauffeur de taxi en entonnant des chants hostiles. Dès lors, à en croire des gens comme David Guiraud par exemple, les Juifs à qui des SS au petit pied demandaient leur carte d'identité dans la rue avant de les battre et de les jeter dans le canal, étaient en réalité des délinquants israéliens, des provocateurs, des hooligans, qui n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient racistes et soutenaient un génocide. Voilà comment ça fonctionne. C'est ça qui est intéressant à comprendre, à disséquer, parce que c'est à ça qu'on a affaire aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'ennemi en fait. C'est ce genre de dispositif, l'ennemi, l'adversaire. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que c'est le sort du juif, ça. Quelle que soit la violence qu'il subit, lui, il sera toujours perçu par l'antisémite comme le bourreau de son bourreau. Dans toute agression, l'antisémite verra une réaction. On va aller plus loin d'ailleurs là-dessus. Aucune violence contre les Juifs n'est donc condamnable, puisque toute s'explique et toute témoigne de la violence supérieure à laquelle elles répondent. Le gauchisme, c'est le service après Vandale.
C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est un système qui fait de l'abominable une conséquence. Et quand on voit les choses ainsi, tout est sans dessus dessous. Le 7 octobre n'est pas un pogrom, mais un soulèvement légitime. La réponse israélienne n'est pas une guerre, mais un génocide. L'invasion d'Israël est une réaction, mais toute réaction d'Israël est une invasion. Et enfin, une chasse aux Juifs, c'est comme ça que les instigateurs l'ont appelé, Jew Hunt. Une chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam est une conséquence. Et alors, il y a des cas plus intéressants et qui sont méconnus, alors qu'ils ont un potentiel antisémite remarquable. Et qu'il faut dire, parmi les insoumis, il y en a auxquels on fait pas gaffe sur ce sujet, alors que ils ont de l'avenir. C'est par exemple Éric Coquerel. Ah, mais Éric Coquerel, on dit c'est la deuxième division, quoi. Vous avez Thomas Porte, David Guiraud, Rima Hassan, Ercilia, à la limite, si vous voulez. Vous avez après Éric Coquerel, vous voyez ce que vous dites à Manon Aubry, Éric Coquerel, c'est dans l'ordre du grave, c'est peut-être moins grave. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Éric Coquerel, vous savez quand 2 diplomates israéliens ont été assassinés au cri de Free Palestine, Éric Coquerel a déclaré « Il faut que très rapidement s'arrête le génocide en cours à Gaza ». Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de violence, de haine, ça développe la haine des deux côtés. Alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'un tel propos se vit comme un propos de sage, se vit comme la parole d'un homme pondéré. Oui, se vit comme un propos de sage, mais c'est un propos infâme. Pourquoi c'est infâme? Parce qu'il présente le meurtre de 2 Juifs comme la conséquence d'une situation géopolitique. Autrement dit, il minore la gravité de l'acte tout en se donnant l'air de l'expliquer. Il feint de s'intéresser à l'origine du crime, ce qui lui permet de l'inscrire dans une série causale où le crime perd tout son relief. Que pèse la vie de 2 diplomates à côté d'un génocide? Et comment ne pas comprendre qu'un génocide inspire en retour des actes si violents? D'une certaine manière, c'est pas cher payé. En mettant en concurrence le crime de Washington avec l'immensité du crime présumé d'Israël, Éric Coquerel dissout le crime dans l'acide d'une analyse délirante. C'est comme Judith Butler qui présentait le 7 octobre comme un soulèvement légitime, en le consécutif à 75 ans d'occupation. Ce sont des gens qui, se donnant l'air, on les appelle les théoristes, ce sont des gens qui, se donnant l'air d'expliquer quelque chose, en réalité dissolvent ce qu'ils veulent expliquer dans l'acide d'une cause tellement large qu'on ne voit plus rien. Ne pensez pas à 7 octobre, pensez 75 ans d'occupation. Ah bah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pensez pas, pareil pour Coquerel, ne pensez pas assassinat de diplomates juifs, pensez génocide. Alors, deuxième élément important dans la démarche de Coquerel, l'inversion accusatoire. Il impute aux Israéliens le génocide qui justifie l'attentat contre 2 d'entre eux, c'est-à-dire qu'il présente les victimes comme les bourreaux de leurs bourreaux. Faut-il que les Juifs soient coupables pour qu'on en tue 2 dans la rue? Sous le prétexte de comprendre ce qui s'est passé, il inverse les responsabilités. Un assassin qui passe à l'acte au cri de Free Palestine devrait, par son geste, disqualifier la cause qu'il soutient. Or, aux yeux de Coquerel, c'est l'inverse qui se passe. C'est aux victimes de se demander si elles n'ont pas blessé leur tueur en cautionnant l'invasion de Gaza. Troisième infamie dans ce propos, sous des dehors pacifiques, les explications de Coquerel constituent un authentique appel au meurtre. Et ça, c'est l'autre chose, c'est en cela, si vous voulez, que les salauds sont pas seulement des irresponsables, ils sont responsables. Les irresponsables sont responsables. C'est un appel au meurtre, parce qu'il indexe la violence commise sur la violence subie. En évaluant le meurtre de 2 Israéliens à l'aune de la guerre à Gaza, il présente l'assassinat des diplomates comme la preuve de la violence qu'eux-mêmes ont infligée au peuple palestinien. La violence que le tueur inflige témoigne de la violence que subissent les Gazaouis. À cet égard, le meurtre de 2 Juifs est non seulement excusable, il atteste des crimes dont Israël se rend coupable. Et il le dira de tout meurtre de Juifs.
Chaque fois que des Juifs se feront tuer au cri de Free Palestine, vous aurez Coquerel qui brandira Gaza comme un bouclier magique, autorisant en retour toutes les prédations. Si vous voulez tuer des Juifs, par exemple, si ça vous prend un jour, dites Free Palestine au moment de passer à l'acte, et vous aurez des gens comme Éric Coquerel qui vous sortiront Gaza comme un grand disculpateur. Chaque violence ici est censée témoigner d'une violence supérieure. Et c'est ça qui est abject. Au lieu d'envisager la violence pour elle-même, on en fait l'écho ou la conséquence d'une violence forcément supérieure. Donc plus vous êtes violent, plus vous prouvez par la violence qui est la vôtre que vous en avez subi une plus grande encore. Voilà le système qui fait que chaque fois qu'on assassine un juif, vous aurez de braves gens pour dire « Ah, le génocide à Gaza, monsieur, que voulez-vous » Donc le problème, c'est pas juste de tenir les juifs pour responsables du génocide à Gaza, si vous voulez. C'est plus complexe que ça. C'est plus sournois, c'est plus dégueulasse. C'est une façon d'être pondéré tout en incitant au meurtre. De se présenter comme pondéré tout en incitant au meurtre. C'est pas juste « Ah, tous les juifs sont responsables ». Oui, ils pensent ça. Mais le problème est plus grave que ça. Il incite au meurtre. Il pousse au meurtre en se présentant comme pacifique. Comment dire? On va quand même parler un peu de la France insoumise. Moi, j'ai dit plusieurs trucs sur la France insoumise, notamment que c'était le premier parti antisémite de France. Et j'ai reçu quantité d'injures à cet égard. Et je sentais sous ces injures la demande de leur part d'un surcroît d'explications. Et donc, j'ai essayé de leur répondre. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il faut éliminer l'argument, avec lequel on nous rebat les oreilles, si vous voulez, l'argument, si vous croyez que nous sommes antisémites, faites-nous un procès, puisque l'antisémitisme est un délit. Il existe 1000 façons, j'y reviendrai, d'être antisémite à l'abri de la loi. D'ailleurs, les insoumis qui disent « faites-nous un procès si vous nous trouvez antisémites » sont les premiers à traiter leurs adversaires de racistes ou de harceleurs sans leur faire des procès pour autant. Si vous pensez que nous sommes des racistes ou des harceleurs ou des génocidaires, merde, faites-nous un procès. Vous voyez ce que je veux dire? L'argument du « faites-nous un procès » n'est absolument pas recevable. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que les insoumis sont prompts à repérer, vous savez, des micro-agressions qui forgent à l'abri de la loi ce qu'ils appellent un racisme systémique. Vous savez, un monde de micro-agressions, ce qu'on appelle le racisme systémique, où on sait même plus qu'on vit dans un espace raciste, mais où des gestes, des réflexes, des pancartes, des aptitudes, des vieilles pubs, etc., tout cela témoigne d'un racisme systémique. Bien. Or, ce sont les mêmes qui disent il y a un racisme systémique et qui sont très attentifs aux micro-agressions qui en témoignent. Ce sont les mêmes qui disent en cas d'antisémitisme, il faut que la loi le sanctionne. C'est quand même étrange. Ça ne tient pas. Ça fonctionne pas. On peut pas à la fois dire il y a un racisme systémique, par exemple, des étudiants blancs qui se font un blackface pour jouer dans une pièce d'Eschyle. Ça prouve le racisme systémique. Bon, ok, si vous avez envie de le penser, mais on va leur faire un procès alors? Non, on va pas leur faire un procès pour ça. Non, on fait pas un procès pour ça. Mais c'est du racisme. Ah oui, c'est du racisme. Ah bon? C'est du racisme et vous faites pas un procès. Alors vous pouvez pas dire après, si vous pensez que nous sommes antisémites, faites-nous un procès. L'antisémitisme existe à l'abri de la loi. Quand on accueille Salah Hamouri en l'appelant le déporté. Quand on applaudit Judith Butler qui présente le 7 octobre comme un soulèvement légitime. Quand on refuse de parler de génocide à propos des Ouïghours, mais qu'on dit génocide à propos de Gaza. Quand on traite le Hamas de mouvement de résistance. Quand on indexe les opinions de BFM sur celles de Patrick Drahi, quand on présente le peuple juif comme des conservateurs, quand on soupçonne le Likoud de faire perdre les travaillistes anglais comme le CRIF de faire perdre la gauche française. Quand la seule réaction après avoir vu les images du 7 octobre, c'est de dire
et Gaza, quand on fait entrer à l'Assemblée des députés soraliens, quand on fait entrer des soutiens du Hamas au Parlement européen, quand on invoque les dragons célestes pour désigner ses adversaires, etc., 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 quand on organise des manifestations sous un écusson Palestine libre qui représente l'État d'Israël sans juifs, quand on maquille Cyril Hanouna en juif sus, quand on fait tout ça, quand on raconte tout ça, on est antisémite. J'allais dire, ça arrive à des gens très bien. On est antisémite, quoi. Voilà. C'est la vie. On est antisémite, mais seulement on ne l'assume pas. On fait régner un antisémitisme d'atmosphère, mais on se présente comme un ami du genre humain. On pue de la gueule, mais on refuse de le savoir. On refuse d'en prendre acte. On refuse que les autres nous disent quel est le parfum de notre haleine. Et ça, c'est important parce que quand on fait tout ça, on est antisémite, mais on ne transgresse pas la loi. On ne transgresse pas la loi. Non. Heureusement qu'on ne transgresse pas la loi quand on fait ça. Vous vous rendez compte? Un monde où on vous met en prison parce que vous dites dragon céleste, sans même dire que vous parlez des Juifs. Un monde où l'on vous soupçonne suffisamment pour considérer que ça, c'est répréhensible. Ce serait terrifiant. Ce serait réversible. On vivrait dans un monde infernal, horrible. Un monde où la loi réprimerait les manifestations de l'antisémitisme, toutes les manifestations de l'antisémitisme que j'évoque depuis que j'ai pris la parole. Un monde où la loi réprimerait ça serait une dictature épouvantable. Il faut malheureusement se réjouir de vivre dans un monde qui garantit suffisamment de liberté pour que les gens aient le droit de dire ce genre de saloperie. Alors, je dis pas qu'on peut tout dire, hein. Je dis pas qu'on peut tout dire, mais je dis que malheureusement, l'antisémite ne se satisfait pas de hurler mort aux juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Il est souvent plus malin que ça. Il est souvent plus malin que ça. Il sait passer sous le filtre de la loi. Et c'est pas le fait de la faiblesse de la loi. C'est le fait tout simplement démocratique. C'est le fait démocratique. Alors, attention. Tout ne passe pas, enfin, comment dire? Tout ça se fait à l'abri de la loi, et donc c'est sur le terrain de l'opinion, plus que devant les tribunaux, qu'il faut les combattre. Mais, parfois, ils font des procès, et là, on les massacre. Là, pour le coup, c'est un jeu de massacre. Moi, je les ai traités de clubs de déficients passionnément antisémites. Bon. Alors, et alors, devant la cour, j'ai plaidé déficient. Ils m'ont dit déficient. Ils ont trouvé ça vexant. Je trouvais ça qu'ils se vexent, c'était vexant pour les déficients. Non, mais j'ai plaidé le fait que c'était une déficience morale, une déficience culturelle, une déficience intellectuelle, une déficience mentale, une déficience de plein d'ordres différents, en fait. Qu'ils étaient déficients de plein de manières. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que j'avais dit ça. Et alors ce qui était beau dans cette histoire, c'est que ils nous ont donc traînés devant les tribunaux pour ça, et ils ne s'y sont pas présentés. Ils n'étaient pas là. Leur avocat était tout seul, miskin, tout seul. J'avais mal pour lui. Je voulais répondre à plus de questions. S'il en avait eu, il n'avait pas beaucoup de questions. Il a plaidé pendant 12 minutes et après il s'est fait massacrer par Malka. Alors, pourquoi j'ai dit que la France insoumise était passionnément antisémite? Parce que c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est pourquoi est-ce qu'on a affaire, à mon avis, à une passion antisémite, au sens que Malka donne à ça. Et vraiment, je vous invite chaleureusement à lire, si c'est pas fait encore, le remarquable texte de Richard Malka. C'était la belle époque de Grasset, vous savez. C'était jusqu'à hier. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment ce que l'édition peut faire de mieux, c'est formidable. Alors, pourquoi j'ai dit que la France insoumise était passionnément antisémite, quand même? D'abord parce que l'antisémitisme de ces cadres n'a rien à envier à l'antisémitisme d'extrême droite. Encore une fois, ils diffusent de vieux tropes antisémites et de Barès à Rima Hassan, de Gringoire aux médias, du juif sus au visage déformé de Cyril Hanouna, des années 30 aux années 20. C'est la même saloperie qui se répand. Mais, à l'époque, l'antisémitisme n'était pas un délit. L'antisémitisme est devenu un délit, et donc
L'antisémite a appris à vivre sous ce régime délictueux. Il a fabriqué des métaphores, il a dit dragon céleste, il a dit khazar, il a dit financier, il a dit élite mondiale, il a dit oligarchie. Tout le monde se comprend. Il ne faut pas être dupe du caractère opportuniste de l'antisémitisme. Parce que même s'il est dicté par les circonstances et les calculs électoraux, il devient viscéral. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui s'est passé avec les insoumis. L'antisémitisme, c'est un ogre. On ne joue pas à l'antisémite pendant quelques mois, le temps d'une séquence électorale, parce qu'on en escompte des bénéfices. On ne joue pas à ça. On est contaminé par ça. Et la raison pour laquelle on pouvait parler de passion antisémite, à mon sens, mais je l'ai déjà dit, c'est que l'antisémitisme des insoumis s'ignore lui-même. Les insoumis adorent les juifs, sauf quand il s'avise d'avoir un État, d'y vivre, ou tout simplement d'en défendre l'existence. Voilà, en gros. Donc c'est commode, si vous voulez. Et bien au chaud derrière cet alibi géopolitique, il cautionne et salue, tout en l'imputant aux juifs eux-mêmes, l'exclusion de juifs d'un amphithéâtre, la censure d'un écrivain juif, l'annulation d'un chanteur juif, la chasse aux juifs dans les rues d'Amsterdam, l'assassinat de diplomates juifs, l'interruption d'un concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, etc., etc., etc. Donc, parler d'antisémitisme, c'est se situer en deçà de la loi. C'est se situer en deçà de la loi. Et c'est pas la loi Yadan qui changerait quoi que ce soit à ça, hein. En aucune façon. Même si on peut trouver des vertus à tout ça, mais en l'occurrence, ça ne changerait rien. Par exemple, regardez, le 27 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, c'est donc anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et vous avez Antonio Guterres. Ça va pas s'arranger. Vous savez ce qu'il a fait ce jour-là? Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, a pris son air le plus aimable, le plus patelin, vous savez qu'il a comme ça, pour appeler chacun à ne pas tolérer l'intolérance, à ne jamais baisser la garde et à défendre les droits et la dignité de tous. C'est tout. Ni Auschwitz, ni Juif, ni ta mère, ni rien. Ercilia Soudé, dont on n'a pas assez parlé jusqu'à présent. Ercilia Soudé, ce jour-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie toutes ses pensées aux victimes de la barbarie nazie et souhaite que cela ne se reproduise plus. Puis, je ne vois pas quelqu'un qui dirait le contraire. Mais dans les deux cas, il manque un mot. Un même silence délibéré, une même façon de s'abriter derrière l'abstraite tolérance ou bien l'antifascisme pour ne pas nommer les victimes. L'enjeu, c'est de dépouiller les Juifs de leur propre tragédie, de faire comme si, en invoquant le souvenir de la Shoah, ces gens-là, s'appropriaient indûment une catastrophe qui concerne l'humanité entière, alors que le geste de la mémoire est précisément l'inverse. Le geste de la mémoire, c'est le contraire de l'appropriation. Le geste du souvenir, le geste de la mémoire, le devoir de mémoire, c'est le contraire de l'appropriation. C'est le contraire de la préservation jalouse d'une histoire qu'on ne partagerait avec personne. Le devoir de mémoire, c'est précisément un devoir d'exemplarité. Mais vous avez des antisémitismes, autre modalité de l'antisémitisme, intéressante aussi. Un jour, Daniel Schneiderman a déclaré que la FNSEA, on voit pas venir, hein, a déclaré que la FNSEA, par aveuglement, étroitesse de vue, radicalité, terrorisme intellectuel, était devenue le CRIF des paysans. Fantastique, non? C'est extraordinaire. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça l'antisémitisme par antonomase. Par antonomase. L'antonomase, c'est le fait de présenter un nom propre comme un nom commun. Oh, celui-là, je le connais, c'est un Tartuffe, tu peux t'en méfier. Oh, celui-là, je le connais, c'est un Don Juan, attention. Antonomase. Un nom propre devient un nom commun.
tellement il incarne un genre universel, tellement les donjons sont nombreux, tant les Tartuffes sont légion que le prénom Tartuffe devient un nom commun, antonomase. Eh bien là, on a antonomase avec le CRIF. C'est-à-dire que le CRIF doit être tellement dans l'esprit des gens associé à la fourberie, à la duplicité, au sectarisme, à la méchanceté, au lobbyisme, etc., que par antonomase, on peut dire que la FNSEA est devenue le CRIF des paysans. Et attaqué? Je sais pas, parce que là, il y a peut-être moyen, là encore, il a dit c'est le CRIF des paysans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. C'est gravissime. Je ne minore pas la gravité de la démarche et du geste et la sournoiserie de la démarche. Mais je dis qu'on ne la combat que sur le terrain des affaires publiques, on ne la combat que sur le terrain de l'opinion. Il faut s'armer. Il faut s'armer d'arguments. L'indignation ne sert à rien et la loi ne sert pas à grand-chose. Sincèrement, la loi ne sert pas à grand-chose. Heureusement qu'elle est là, mais elle ne sert pas à grand-chose. C'est comme l'histoire du juif sus. Vous savez comment ils se sont défendus? Vous vous souvenez de ça? Quand ils ont caricaturé Cyril Hanouna en juif sus. La défense était sublime, elle était incarnée par un autre insoumis qui a un avenir remarquable, qui s'appelle Paul Vanier. Ah oui, Paul Vanier, vous savez, il prend l'air très sérieux avant de parler. Non mais vous savez, je crois il a un petit côté Chirac. Et alors, en fait, il a dit que si la France insoumise avait, pour appeler à son rassemblement du 22 mars contre l'extrême droite et ses relais, diffusé un visuel donc artificiel de Cyril Hanouna qui reprend tous les codes de l'iconographie antisémite, ce n'est pas parce qu'un insoumis en aurait donné la consigne à Grok, mais c'est parce que Grok lui-même, le logiciel d'Elon Musk, aurait spontanément produit une caricature haineuse. Je vous jure, c'est ça qui l'a vendu. Alors que il eût été plus simple et plus économique de produire le prompt qui a donné lieu à ce dessin, à cette image. Mais non, ça, on n'a pas eu accès. On a juste eu accès au fait que, ben voilà, comme c'était Grok, eh bien, et comme c'était Grok, comme c'était Musk, c'est normal que spontanément, les Juifs soient dépeints de façon atroce. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis. C'est-à-dire, on a affaire à des gens qui prennent les gens pour des cons à ce point. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas baisser la garde. C'est inouï d'attaquer les gens par le versant le plus bête d'eux-mêmes, le plus vil d'eux-mêmes. Il faut maintenir le débat. Il faut maintenir le débat à une certaine hauteur et il faut les prendre pour objet d'étude. Il faut travailler sur ces gens-là. Alors, il y a aussi des gens qui sont plus sournois dans leur facilitation de l'antisémitisme. Je ne sais pas si vous avez vu passer, par exemple, cette tribune de Vincent Lemire et Arié Halimi. C'était une tribune dans Le Monde très intéressante qui expliquait que, ça il le disait pas, mais comme il y a le bon et le mauvais cholestérol, si vous voulez, il fallait faire la différence entre deux antisémitismes. Il y avait d'abord l'antisémitisme, je cite le texte, l'antisémitisme contextuel, populiste, électoraliste, instrumentalisé par certains membres de la France insoumise, d'un côté, et de l'autre côté, l'antisémitisme fondateur, historique, ontologique du Rassemblement national. Traduction. La haine des Juifs n'est pas de même nature quand elle vous vient du contexte au Proche-Orient, ou quand elle vous est dictée par l'électoralisme, que quand elle témoigne de l'appartenance à un mouvement historiquement antisémite. Et là, vous êtes antisémite et vraiment méchant. C'est-à-dire que il faudrait pas mettre sur le même plan que l'antisémitisme traditionnel d'un mouvement fondé par des SS, l'antisémitisme géopolitique et opportuniste des insoumis. Les insoumis sont antisémites, ce n'est pas bien, mais il faut faire la part du contexte électoral. Haïr les Juifs à cause d'Israël, c'est moins grave que danser avec des SS comme Marine Le Pen en 2012. En somme, si votre antisémitisme est explicable ou intéressé, alors vous souffrez d'un antisémitisme gentil. Une petite haine,
qu'il faudrait pas instrumentaliser, soluble dans la dissipation des événements qui l'inspirent et qui ne saurait à ce titre dissuader l'électeur de bonne volonté d'apporter son suffrage au nouveau Front populaire. C'était merveilleux cet argumentaire. C'est-à-dire en fait ils ont inventé l'antisémitisme cachère. J'ai jamais vu un truc pareil. Genre, c'est pas grave, parce que c'est inouï. En fait, c'est extraordinaire. Pourquoi ils se sont donné tant de peine? Deux érudits ont déployé des trésors de culture au service, ils se sont cassés la tête au service de l'idée que dans la famille de l'antisémitisme, il y avait du pire et du moins pire. Parce que, si vous voulez, en fait, c'est tout le problème pour la gauche, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a admis que la France insoumise est devenue le premier parti antisémite de France, comment construire une alliance avec ce paquet de merde? Comment faire? La seule possibilité de le faire, c'est de minorer la gravité de l'antisémitisme dont nous parlons. Et de reconnaître l'antisémitisme tout en disant, il est moins grave que d'autres. Et voyez comment alors, ça c'est une modalité de la facilitation de l'antisémitisme. Vous avez des gens érudits, parce que ça va au-delà de l'intention du papier. C'est ça qui est grave. C'est que ça va au-delà de l'intention du papier. Quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils acclimatent les gens à l'idée que l'antisémitisme, c'est plus ou moins grave en somme. Qu'il y a des variations dans l'antisémitisme, comme il y a des couleurs, comme il y a des origines, et que d'une certaine manière, c'est bien comprendre le phénomène que de l'analyser dans sa diversité. Voire de faire une hiérarchie entre ces différentes manifestations. La gnose est au service du déni. Et c'est ça qui se joue en ce moment. L'antisémitisme par facilitation, de cette manière. Mais la haine peut arriver aussi d'une autre façon. Par exemple, l'épisode des mains rougies. Vous vous souvenez de l'épisode des mains rougies? À Sciences Po, c'était la mode et tout. Vas-y, t'as ta main rougie et tout. Ils se mettaient tous sur Instagram avec leurs mains rougies comme des amis du genre humain. Alors, il y a deux catégories de gens, si vous voulez, dans cette histoire. Vous avez les gens de bonne volonté, qui veulent, qui entendent qu'il y a un carnage à Gaza, qui se disent c'est insupportable, c'est intolérable, c'est la loi du plus fort, c'est inacceptable, je ne veux pas vivre ça, c'est une honte, je me teins les mains en sang, je rougis mes mains pour dire stop au massacre. Voilà. Et vous êtes de bonne foi en le faisant, et vous défilez, vous exprimez votre opinion, c'est un massacre qui vous écœure, vous avez envie de le dire, et vous dites stop au massacre. Et vous montrez votre main comme ça. Et puis là-dessus, vous avez des gens dans l'espace public qui prennent le temps de vous dire, attention mon ami, ce que tu viens de faire, quoique nanti de bonnes intentions, est en réalité un geste tout à fait ambivalent, puisque tu fais référence à un type qui, en 2000 à Ramallah, s'est pointé à un balcon après avoir, en montrant ses mains rougies par les viscères du soldat qu'il venait d'étriper. C'est ça que signifient les mains rougies. Et donc c'est ça que ça montre, c'est ça que ça raconte. À partir du moment où... Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est même fascinant. C'est que vous avez des gens qui, apprenant cela, apprenant la véritable signification du symbole en question, alors que signification que connaissaient bien sûr les instigateurs du mouvement des mains rougies, qui se payaient de cette façon un dog whistle extraordinaire qui leur permettait de faire signe à tous les antisémites du monde, tout en se présentant comme des amis du genre humain. Eh bien là, ce qui est intéressant, ce qui est fou, c'est que certaines personnes, une fois qu'ils ont su ce que signifiait vraiment ce geste, ont reproduit le geste. Voilà, c'est ça qui est majeur. C'est ça qui est majeur. C'est le geste d'Anakin qui coupe les mains de Master Windu au lieu de tuer Palpatine. C'est là qu'on bascule, si vous voulez. C'est là qu'on bascule. C'est-à-dire que c'est là que, à force de bons sentiments, on finit par basculer dans la validation délibérée de l'horreur. Et c'est là qu'on bascule dans la validation délibérée de l'horreur. Délibérée. Et c'est là qu'il n'y a plus rien à faire. C'est là qu'il n'y a plus rien à faire, c'est là que les gens se perdent. Une fois pour toutes. Alors, autre modalité, ultime modalité, parce que je m'en voudrais d'être trop long et puis je voudrais qu'on puisse discuter, mais j'aurais l'impression de mentir par omission si j'en parlais pas.
Pourquoi les antisémites adorent-ils se moquer des noms? Des noms propres. Alors c'est pas par antonomase là pour le coup, hein. Rescanpe, ça c'est Médine qui avait fait ça, à propos de Rachel Kahn. Finkielkraut, Durafour crématoire. Pourquoi l'antisémite, de tous horizons et de toutes les époques, adore-t-il jouer avec les noms? D'où lui vient cette fantaisie? Quel rapport entre la haine des Juifs et le goût de se moquer d'un patronyme? Pourquoi? En fait, l'enjeu, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire que on agrège un nom à une chose. Rescapé, rescanpe, Finkielkraut. On accole un nom à une chose. On juxtapose les deux, on produit une sorte d'hybride gluant qui colle à la peau de la victime. Le but, c'est littéralement de transformer un nom propre en nom commun, de lui enlever sa majuscule à mesure que la chose s'empare du nom et le souille complètement. Meilleur exemple qu'on puisse donner de ça, c'est l'admirable Michel Durafour, dont plus personne ne sait qu'il a été sénateur et député, plusieurs fois ministre, pourfendeur de l'extrême droite, mort en 2017, et dont on ne sait aujourd'hui que le calembour atroce qui valut en son temps à Le Pen d'être condamné à une amende dérisoire. Tout ce qu'on sait de Durafour aujourd'hui, c'est Durafour crématoire. Il a gagné. Il a gagné. Le type a été noyé sous son surnom. C'est la raison pour laquelle le calembour antisémite s'attache toujours, dans la mesure du possible, à ne pas changer les sonorités d'un nom, mais à les faire teinter différemment, comme s'il en disait le fin mot. C'est-à-dire que comme il présume qu'on pense comme on entend, l'antisémite rentre dans la conscience collective en faisant saillir une grossièreté par une infime inflexion du nom, Finkielkraut. De sorte que, espère l'antisémite, le calembour nous vienne à l'esprit chaque fois qu'on prononce le patronyme en question. L'enjeu, c'est de souiller suffisamment la chose, d'être suffisamment près de la chose pour lui être associé systématiquement, de façon systématique, toujours, quoi qu'il arrive. C'est dire l'importance de prendre au sérieux cette rigolade avec les noms, parce qu'elle-même ne plaisante pas du tout. L'œuvre ici n'est pas de faire rire, bien sûr, mais de faire ricaner, en donnant à entendre ce que les gens qu'elle vise censément voudraient qu'on taise. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas montrer leur vrai visage aux Juifs. Donc, on va dire leur vrai nom. On révélera le sens caché sous le patronyme dont ils sont fiers. Le calembour n'a rien d'une blague et tout d'une agression. Il entend révéler la première nature, la nature profonde de celui dont on parle, encore une fois, Finkielkraut. Et il parie sur la répétition pour nous entrer dans le crâne. Et c'est important de comprendre ça parce que chez les antisémites, le rire, c'est pas un bouclier, c'est pas une excuse, c'est un identifiant. C'est un signe de ralliement qui va de Dieudonné à Médine, en passant par tout ce qu'on voudra, si vous voulez, notamment, enfin bref, peu importe. L'antisémitisme est une... Et là encore, vous n'êtes pas condamnable par la loi quand vous dites rescanpe. Vous n'êtes pas condamnable par la loi, vous perdez. Procès, vous perdez. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et il faut se battre avec un ennemi, encore une fois, qui est bas de plafond. Et donc qui n'est pas atteint par la loi. Enfin, juste une dernière chose que je m'en voudrais de taire, parce que vraiment, j'aurais l'impression de vous mentir par omission si je parlais pas de ça, puis après je me tais. Depuis de longues... J'ai un jour déclaré que, à tout prendre, s'il fallait choisir entre Le Pen et Mélenchon, à 19h59, j'irais voter Le Pen. Et depuis des années, il y a des tas de gens qui m'écrivent, surtout des Juifs, pour me dire, monsieur, vous aviez raison. Eh bien, à cela, je veux dire que j'avais tort. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Et je veux dire pourquoi. D'abord, on est d'accord là-dessus, aucune formation politique n'a dégradé le débat comme le fait la France insoumise depuis 2017.
On est d'accord sur le fait, on n'a pas vu pire. C'est une mécanique qui tourne à l'incident de séance. Complotisme, clientélisme, sottise, une sottise profonde. Cécité volontaire, promotion coordonnée de fake news. C'est la lie de la politique. Ils racontent n'importe quoi, ils servent à rien, ils balancent des mensonges en meute, ils applaudissent des gifleurs en troupeau, ils promeuvent des islamistes, ils recyclent des clichés antisémites. Rien ne va, tout dysfonctionne dans cette secte déguisée en soviet où Mélenchon paraît un phare dans la nuit et le Hamas un mouvement de résistance. Il n'y a rien qui va. Mais, hormis l'intersectionnalité et la question migratoire et Israël, sur les sujets de Macron, l'Union européenne, l'OTAN, la Syrie, la Russie, les gilets jaunes, la médiacratie, l'oligarchie, le scepticisme vaccinal ou bien la posture tribunicienne, non seulement LFI et RN, c'est la même chose, mais d'une certaine manière, les insoumis sont des enfants de cœur. Certes, les insoumis défendent le désordre et la non-mixité, mais je vous jure que, à côté d'un vieux parti corrompu et moralisateur, dont l'antique racisme est masqué mal par un républicanisme opportun, c'est pas gagné. Le RN est à la botte d'une candidate séditieuse, extrémiste, notoirement incompétente et soumise aux oligarques. Sincèrement, encore une fois, Carib est détestable, mais c'est pas une raison pour choisir Sylla. Et puis, dernier point, et j'en finis avec ça, la vraie différence entre les deux, c'est que, très honnêtement, si on regarde aujourd'hui le paysage politique, la France insoumise, qui est un repoussoir universel, n'a aucune chance de convaincre une moitié de Français. Alors que le RN, mandataire déceptif d'un mécontentement qui le dépasse largement, est aux portes du pouvoir. La France insoumise disparaîtra par combustion spontanée comme le boulangisme avec la disparition de son gourou. Alors que le RN, lui, capte, faute d'une meilleure offre, les mécontents de tous bords. La seule fonction de la France insoumise dans ce tango, c'est de fabriquer chaque jour des bataillons de nouveaux électeurs pour le seul ennemi qui, à mon avis, aujourd'hui, soit vraiment à redouter. Merci de votre attention. Merci Raphaël. Merci. Allez, on passe aux questions. Y a-t-il des questions? Question. Alors, j'ai noté. En fait, au travers de tout ce que vous dites, il y a la notion de masse. Alors, quand vous avez dit, bon, il y a deux personnes tuées, puis finalement, on met en face une masse qui souffre, comme la Palestine et autres. Bon, donc il y a cette notion de différence, de balance, de mettre en balance, etc. Bon, ça m'a rappelé quelque chose. Bon, ça m'a rappelé quand dans une église, il y en a une qui m'a dit, mais vous avez bien tué Jésus, et il y avait tout ce côté, voilà, tu en as tué un, mais nous, voilà, c'est pas étonnant qu'il y en a 6 millions de tués. C'est bon, ce côté un peu d'un côté, beaucoup de l'autre. Ce qui est dingue avec cette histoire, ce qui est dingue avec cette méthode, c'est que c'est une méthode profondément disculpatoire, si vous voulez, pour celui qui commet le crime. C'est-à-dire que c'est une méthode profondément disculpatoire. Celui qui commet le crime commet un crime qui est en lui-même la réponse à un crime supérieur, à un crime plus grave. Oui. Donc c'est avec le même système qu'on excuse les violences policières, les violences contre la police. On dit d'une violence contre la police qu'elle est excusable, puisque c'est comme quand il y a eu par exemple l'incendie d'une voiture de flic quai de Clichy en 2016. Geoffroy de la Gannerie avait alors fait un article dans lequel il disait « Ne voyez pas 2 insurgés qui incendient une voiture de police, voyez la violence des lois Valls. Voyez la violence de la répression policière. Ne soyez pas dupes de ce qu'on vous met sous les yeux. C'est une modalité du déni déguisée en approfondissement. »
Et alors, quand on veut se débarrasser d'un phénomène qui nous dérange, par exemple, si vous voulez, c'est tout le problème. Quand vous êtes, la défense de la Palestine a cette particularité qu'elle donne à celui qui le pratique, ou dont c'est le credo, le sentiment d'être du bon côté de l'humanité, du côté du bien, du côté des opprimés. C'est-à-dire du côté des opprimés. C'est-à-dire, si on part du principe que, en démocratie, toute faiblesse est une vertu et toute force est une méchanceté, eh bien, la défense de la Palestine vous met systématiquement du bon côté, c'est-à-dire du côté des opprimés. Seulement voilà, depuis le 7 octobre, défendre la Palestine implique de valider ça. Et là, c'est quand même bon, ça passe un peu moins, ça passe, hein. Mais ça passe un peu moins quand même. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est la raison pour laquelle on assiste à un double mouvement depuis le 7 octobre, un mouvement de minoration des crimes du Hamas présentés comme des actes de résistance, présentés comme des actes de courage, de bravoure, de résistance, de résilience, de je sais pas quoi, de survivance, bref. Là, un mouvement donc de minoration et de l'autre côté, un mouvement de majoration de la réplique israélienne présenté comme un génocide ourdi par une dictature théocratique qui commet l'apartheid. Et on a eu besoin de minorer l'un et d'aggraver l'autre. Et pourquoi est-ce que ça a pris tellement ces conneries, alors que c'est si spectaculairement faux? Pourquoi ça a tellement pris? Parce que ça correspond à un enjeu vital pour celui qui le dit. Parce que l'enjeu pour celui qui le dit, c'est de rester, lui, un type bien. C'est de ne pas être quelqu'un qui héroïse des étrangleurs d'enfants. Il a besoin de dire génocide pour ne pas admettre qu'il héroïse des gens qui étranglent des bébés. De ramener à lui la population. L'enjeu est toujours de ramener à soi, en l'occurrence. Et c'est la raison pour laquelle une telle tendance est si puissante. Elle correspond chez des gens à une survie existentielle. Il faut valider ça, il faut accepter ça. Comment l'accepter? En parlant d'un génocide. Voilà. Ok, il y a le 7 octobre, mais il y a un génocide. Et donc, c'est bien peu de choses. Il faut trouver quelque chose à côté de quoi le 7 octobre soit peu de choses. Et c'est un enjeu vital. Le travail des générations à venir, et on en a pour des décennies, va être de démontrer que c'était pas un génocide. Or, c'est pas un génocide. C'est-à-dire, on a toutes les preuves, on a tous les signes, on a tous les chiffres, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. On sait ce que c'est qu'un génocide. Ceci n'est pas un génocide. C'est pas très difficile à démontrer. Mais à démonter, ça va prendre des décennies. Des décennies. Parce que considérer qu'il s'agit d'un génocide, c'est un enjeu de survie existentielle pour la moitié de l'humanité. Une autre question? Ma question, c'est comment voyez-vous l'avenir des Juifs en France, du coup, après tout ça? En 3 chapitres. C'est des proches qui disaient « Je suis si fier d'être dans ce beau pays de France où les Juifs courent toujours. » Alors, et Bravo Bernard. c'était le moment. Il y a une partie de moi naturellement qui est infiniment, insondablement pessimiste et triste, et qui a tendance à se dire que voilà, on assiste au retour du pire et à un retour du pire masqué par les bons sentiments, et donc ça c'est un alliage beaucoup plus dangereux que d'une certaine manière que ce que l'ennemi objectif auquel on avait affaire, puisque là c'est un ennemi qui ne se connaît pas lui-même. Et donc je suis bien sûr très très pessimiste, très accablé de voir tout ça, mais je n'envisage pas l'avenir des Français juifs ailleurs qu'en France, où ils sont citoyens de plein droit et où d'autres sont morts pour qu'ils le soient. Et s'il faut se battre, résister, se défendre, voilà.
Reste que le plus grand danger pour les Juifs, à mon avis, comme pour Israël, ce ne sont pas leurs ennemis. C'est-à-dire que le plus grand danger pour Israël, à mon sens en tout cas, ça n'est pas l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, enfin on le saurait, hein, ils se sont tous cassés la gueule, ils peuvent continuer, c'est pas l'Iran. Le plus grand danger pour Israël, c'est qu'une démocratie exemplaire comme ça se mette à vriller, se mette à dévisser, c'est-à-dire renonce d'une certaine manière à être une exception dans un monde qui la déteste. Et moi, c'est ça ma hantise. Ma hantise, ma crainte n'est pas que les Juifs de France s'en aillent tous ou qu'ils soient tous menacés, tous en danger. Non, ma crainte, c'est qu'on devienne con. C'est qu'on devienne sectaire, c'est qu'on soit, par exemple, le sort qui a été réservé par certains Juifs à Delphine Orwiller quand elle a pris position contre la politique du gouvernement Netanyahou, contre la guerre, etc. Depuis 1 an, elle fait ça, elle dit ça, elle le fait en israélienne, elle a la double nationalité, elle le fait en israélienne, elle vit là-bas 3 mois par an. Elle est fondée, enfin je veux dire, elle est fondée à dire ce qu'elle dit. Elle est pas dans la position du Juif qui de loin dit, vous voyez ce que je veux dire? Non, elle fait pas la morale de loin, elle est de plein pied dans l'histoire. En tout cas, elle a le droit de le dire. Elle a le droit de le dire. Et moi, j'ai été très désolé de voir la façon dont ça avait été reçu, parce que c'était vachement intéressant ce qu'elle disait. C'était vachement intéressant, ça méritait un bon débat, ça méritait de vraies discussions. Et je trouve qu'en ce moment, nous nous privons de vraies bonnes discussions qu'on devrait avoir. C'est génial de s'engueuler sous la mitraille. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Attendez, soyez d'accord successivement, soyez en désaccord successivement. Madame. Elle part en Israël, elle est démocrate, elle donne son avis choqué. Mais comme vous voyez l'écho, l'importance que cette dame a pour cette maison, elle représente un peu l'humanité, très nonchalant. Elle donne du gras, elle nous accable, elle a donné des arguments pour Mélenchon. Et c'était un moment, qu'est-ce qu'on traite? Alors vraiment, je vous jure, s'il y a quelqu'un sur Terre qui... Non, mais j'entends ce que vous me dites. Intéressant comme point de vue. Mais s'il y a vraiment quelqu'un sur Terre qui n'a jamais donné d'argument à Mélenchon, c'est elle. Je vous assure. Mais non. Regardez. Alors, on sort du débat une seconde. On sort du débat une seconde. On s'éloigne du débat. Je vous emmène au 19e siècle sous une figure. Je vous parle d'une figure intéressante. On discute. Et au 19e siècle, une figure intéressante, la figure d'Alexis de Tocqueville. Pourquoi c'est une figure intéressante? Alexis de Tocqueville est un pur aristocrate, comme son nom l'indique. C'est un aristocrate. Bon, son père a voté pour l'abolition des privilèges, parce que son père était un homme honorable. Mais enfin, c'est un pur aristocrate. Et Alexis de Tocqueville constate l'arrivée de la démocratie. Et il se dit lui-même, je suis aristocrate de cœur, mais démocrate de tête. Je n'aime pas la démocratie, ou plus exactement, c'est pas mon univers. Mais je dois l'accepter comme un fait inéluctable. Je vais donc, en revanche, être attentif à tout ce qui déconne. Eh bien, ce que dit Alexis de Tocqueville de la démocratie en 1835 fonctionne toujours aujourd'hui et marque et stupéfie par sa pertinence. En faisant cela, en critiquant la démocratie, il pointait l'individualisme, il pointait les menaces de l'égalitarisme, il pointait les menaces de l'égoïsme du citoyen, il pointait les menaces du désinvestissement citoyen, de l'absence de participation. Il montrait tout ça et il le disait de façon prophétique. Il était le meilleur des démocrates en étant le critique de la démocratie. C'était ça qui était important, c'était cette position-là. S'il avait été un défenseur béat de la démocratie, on ne se serait pas souvenu de ce qu'il a dit. Critiquer est une chose essentielle. Comment dire? L'enjeu dans ce combat n'est pas la victoire d'une opinion. L'enjeu n'est pas la victoire d'une opinion. L'enjeu, c'est la victoire qu'on remporte sur soi-même quand on est capable de changer d'avis.
Ça, c'est la première chose. Et l'enjeu, c'est surtout de faire prévaloir un monde où les gens discutent au lieu de se battre. Le but commun, le but qu'on peut avoir tous en commun, c'est-à-dire le but qui n'est pas celui d'un camp, en l'occurrence, et qu'on peut tous avoir en partage, c'est de faire triompher le fait que les gens discutent au lieu de s'entretuer. C'est précisément ça, c'est-à-dire, c'est de transformer l'ennemi en adversaire. La seule victoire, la seule défaite qui menace, en l'occurrence, c'est l'illibéralisme. C'est le fait que, comme toute société occidentale, Israël, la démocratie israélienne est hantée par l'illibéralisme. Et par la tentation illibérale. Alors, certes, elle est validée par les urnes, mais ça reste une tentation illibérale. La criminalisation de l'opposition, la mise au pas de la justice, tout ça, c'est dangereux. Il s'agit pas de verser dans la diabolisation de qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître qu'il y a là des choses qui ne vont pas. Le dire, ça n'est pas scinder un camp. Le dire, c'est partir du principe que là, dans ce camp-là, le désaccord est une richesse. Alors, je suis désolée, mais j'estime qu'il y a un moment. J'estime qu'il y a un moment pour nommer son désaccord. Et ce qui a fait la force d'Israël, ce qui a malheureusement permis le 7 octobre, c'était justement que la population israélienne ne soit pas soudée. Et ce qui a fait la force d'Israël après le 7 octobre, c'est au contraire d'être soudée. Donc moi, j'estime, et ça ne tient qu'à moi, que les Juifs du monde, quand on est nous tous là, et Orviller, pour aussi pas trop mal la connaître, elle est quand même en France. Donc, je trouve que nous, on n'a pas à critiquer Israël quand on est à l'extérieur. On doit être unis. Dans les circonstances actuelles, on doit être unis. Madame, je peux vous répondre sur cette question du pas le moment. D'accord? Parce qu'en fait, ce que vous me dites, c'est que les circonstances actuelles font que c'est pas le moment de critiquer Israël. C'est ce que... Oui, mais pardon, vous avez dit aussi ça. Non, mais il y a aussi autre chose. Quand vous parlez justement du Parlement, etc., quand les Juifs étaient désunis, il y a eu le 7 octobre. Oui, alors ça, c'est une analyse que je vous laisse. À mon avis, il y a eu le 7 octobre parce qu'ils sont incompétents, pas parce qu'ils sont désunis. C'est pas une question de désunion, c'est parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils communiquaient mal entre eux. Et honnêtement, j'attends que toute la lumière soit faite sur le 7 octobre pour qu'on parle des responsabilités. Mais je reviens, ce qui m'intéresse dans cette histoire et que je voudrais discuter avec vous, c'est quand vous dites, dans ce contexte, en gros, c'est pas le moment de faire ça. C'est pas le moment de critiquer Israël en ce moment. Vous voyez, en gros, voilà. Souvenez-vous des gens qui, au moment des caricatures du prophète, en 2007, quand Charlie publie les caricatures du prophète, vous disent, le champion du monde de ça, c'était Jacques Chirac, ou Douce de Blazy à l'époque, vous disent, dans ce contexte, était-ce vraiment le moment? Qui vous disent, c'est pas le moment, c'est les mêmes qui vous disent, faut pas jeter d'huile sur le feu. Comme si le problème, c'était l'huile. Voyez? Alors, il faut bien comprendre un truc. C'est que quand on vous dit, c'est pas le moment, vous me dites aujourd'hui, c'est pas le moment de critiquer Israël. Dans 10 ans, quelqu'un s'aventure à critiquer Israël. De bonne foi, je pense que vous me direz, c'est pas le moment de critiquer Israël. Quand on dit que c'est pas le moment, quand on dit que c'est pas le moment de critiquer, mais Israël mène une guerre existentielle depuis 1948. Donc quand on dit que c'est pas le moment, certes, mais quand on dit que c'est pas le moment, on laisse entendre que c'est jamais le moment. Or, c'est toujours le moment. Et rien n'est plus important que de pouvoir formuler des critiques en pleine guerre. C'est toujours le moment. C'est essentiel de même pouvoir le faire. Et la force d'un État réside dans sa capacité à ne pas taire ses dissensus en période de conflit, à mon avis. Mais d'ailleurs, pardon, juste un point, parce que ça, vous me l'accorderez. Il n'y a dans les échanges que nous avons pas un atome d'agressivité. On peut être en désaccord loyal. Je ne doute pas qu'on soit en désaccord. Je vous ai vu. Je ne doute pas qu'on soit en désaccord. Mais c'est précisé. La paix, ça n'est pas l'unanimité. La paix, c'est la discussion. La paix, ça n'est pas la soudure. Juste un instant, je vais donner le micro. Vas-y. Pour faire quelque chose ouais. D'accord. Alors, je voulais soulever 3 points. Premier point, est-ce que vous ne pensez pas que le regain d'antisémitisme que nous vivons, c'est parce qu'on a vécu dans l'illusion, dans l'après-guerre,
que ça ne réapparaîtrait pas. Notamment ma génération, l'antisémitisme, c'était quasiment quelque chose qui avait disparu au moins jusqu'en les années 80. Quasiment disparu, au moins que dans les années 80, ça restait très minoritaire. Deuxièmement, ne pensez-vous pas que le regain d'antisémitisme et ce nouvel antisémitisme de gauche teinté d'islamisme est simplement le signe annonciateur d'un déclin de l'Occident? Et troisièmement, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, il faut arrêter de discuter, et c'est que malheureusement, il n'y a que la force qui arrive à résoudre les problèmes, comme ça s'est passé toujours au cours de l'histoire. C'est la force qui a gagné et pas souvent les idées. Alors, il y a beaucoup de choses là. On est parti pour des heures, des plombes, etc. Donc, non, mais je veux juste vous répondre sur la question de la force. C'est ça qui m'intéresse. Je voudrais vous répondre sur la question de la force parce que je me suis beaucoup posé cette question, effectivement. Je me suis beaucoup demandé si en gros, le droit international n'était pas le masque flatteur que des États faibles avaient donné à l'ordre du monde pour s'épargner d'avoir à faire face à des conflits qu'ils savaient ne pas devoir surmonter. Et si, alors il y a toute une théorie, une théorie nietzschéenne qui consiste à penser qu'on défend le droit international quand on est faible et qu'on défend la loi du plus fort quand on est fort. J'ajouterais à ça que dans la conscience globale, l'apparition d'un juif fort est un bouleversement considérable. La seconde moitié du XXe siècle a vu apparaître la figure du juif fort. Du juif fort, du juif qui rend les coups, du juif qui ne se laisse pas faire, du juif qui défend son État, du juif qui gagne des guerres, etc., etc., du juif qui sait où il habite, du juif fort. Ceci me paraît une bénédiction. Une bénédiction. Je suis heureux tous les jours de l'existence de cet État. Et c'est parce que j'y tiens autant, que je me sens le droit, même en habitant Paris, d'en faire la critique quand ça me paraît s'imposer, si vous voulez. C'est pour moi un signe de solidarité, c'est pour moi un témoignage c'est pour moi, c'est l'expression même du sentiment, si vous voulez. C'est comme ça que, c'est comme Rainman. Rainman aborde les gens en leur disant qu'est-ce que votre médecin vous a prescrit. Ben, moi, j'aborde les gens en critiquant ce qu'ils font. Vous voyez, voilà. Mais sincèrement, ça ne procède chez moi d'aucune détestation. Au contraire, ça procède d'un intérêt. Non, j'entends bien. J'en profitais pour le dire quand même parce que voilà, ça va mieux en le disant. Maintenant, sur la question de la force, je pense qu'on aurait tort, à moyenne échéance, de s'abriter derrière le fait qu'Israël est plus fort que ses voisins. Parce que c'est une disposition essentiellement contingente. Ça n'est pas, si Israël ne doit qu'à sa force de survivre, alors ce petit État de 9 millions d'habitants au milieu de 500 millions de gens qui rêvent de sa disparition finira par disparaître. Si Israël ne doit qu'à sa force de survivre, Israël doit d'exister aussi à son exemplarité. Il y a quelque chose, il faut porter, ce petit pays me paraît infiniment plus vaste que lui-même. Et je pense que c'est une tâche à laquelle il ne doit pas renoncer. Vous savez, si le monde arabe était un terrain de foot, Israël serait un baby-foot. Et encore. Mais je dis juste que si ce petit pays renonce à être plus grand que lui-même, alors à terme, il se condamne à mort. Alors, sur ce point-là, je vous dirais, alors, est-ce que l'Occident est en train de mourir? Bon, il y a des gens pour penser que oui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc, c'est que l'Occident repose sur l'idée que, comment vous dire ça, le paternalisme occidental a trouvé une modalité de sa résurrection sous la forme de la critique de l'Occident. Le paternalisme colonial de grand-papa
a ressuscité en Occident sous la forme de la pensée décoloniale qui continue de faire comme si la France était un empire colonial. L'irrespect qu'ont témoigné aux colonisés a pris la forme de la condescendance du blanc qui aujourd'hui considère encore que la France est responsable des maux qui sont les siens. Et ceci est une particularité de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident recycle un sentiment de supériorité sous la forme de la détestation de soi. C'est ça qui est intéressant, qui me paraît devoir être étudié. C'est possible, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, c'est même le programme des Insoumis, donc oui, ça me paraît, oui. Une autre question, Raphaël, s'il vous plaît. Pour revenir sur l'État d'Israël. Imaginons dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, cette guerre finie. Comment vous voyez la cohabitation entre les Palestiniens et les Juifs? J'en sais rien. Comment voulez-vous que je réponde à ça? J'en sais rien. Non, en revanche, alors, ce qui pour le coup, c'est pas votre question, mais parmi les mécanismes les plus délétères, vous avez l'adoption à venir par la France insoumise d'un seul État. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est la Nouvelle-France, c'est une chose, mais là, c'est Palestine, si vous voulez. Là, c'est l'adoption, c'est la création d'un seul État. C'est-à-dire que c'est pendant très longtemps la thèse, et ça l'était encore le 7 octobre, la thèse défendue par les Insoumis, c'était la cohabitation de 2 États. Ils sont en train de basculer avec l'absorption d'un électorat, avec leurs porte-parole les plus charismatiques, ils sont en train d'absorber l'idée, d'incorporer l'idée, de défendre l'idée d'un seul État. D'un seul État, c'est-à-dire de défendre, de plaider pour la disparition de l'État d'Israël. C'est ça qui est en train de se jouer. Je vous réponds pas du tout, mais j'ai envie de dire ça. C'est ça. Comment expliquez-vous, en votre qualité de philosophe, le fait que tout un chacun semble avoir un besoin irrépressible de donner son avis sur ce qui se passe et en Israël, les lois adoptées en Israël, etc. On ne voit cela, sauf erreur de ma part, dans aucun autre pays au monde. Alors, les États-Unis depuis Donald Trump, mais ça c'est plus lié au fait que Trump est l'homme à critiquer suivant l'inconscient collectif. Jamais j'ai vu qu'on critiquait une loi algérienne, afghane, il y a le choix, saoudienne non plus d'ailleurs. Pourquoi Israël, dès qu'il bouge le petit doigt, dès qu'il adopte dès qu'il se passe quelque chose avec ses mérites et ses torts, il y a tout le plusieurs monde s'y choses. intéresse. D'abord, les lois saoudiennes, les lois afghanes, les lois syriennes, tout ce que vous voulez, je vous assure qu'on en parle. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on en parle. Il est faux de dire que personne n'en parle ou que personne ne s'en indigne. Maintenant, pourquoi on s'intéresse autant à ce qui se passe dans cette micro-démocratie plus petite que la Bretagne de 9 millions d'habitants? Pourquoi? Mais parce que c'est un pays gigantesque. Parce que sous les apparences d'être minuscule, c'est un pays gigantesque. Et parce que c'est un pays qui n'est pas prêt de disparaître, et c'est un pays dont l'ampleur va bien au-delà de la taille. Et que c'est la raison pour laquelle il y a un devoir d'exemplarité, et que par ailleurs, il est d'autant plus facile d'observer ce qui se passe dans une démocratie qu'on y a accès. Que c'est une démocratie. On sait ce qu'il s'y passe. Il y a une opposition, il y a une presse, il y a une justice. Ceci est une chose merveilleuse et c'est un cas unique dans la région. C'est un fait unique. Encore une fois, ça n'est pas l'expression d'un antisémitisme virulent que de vouloir critiquer Israël quand Israël mérite d'être critiqué, si vous voulez. La liberté, profiter de la liberté de le faire. C'est quand même le seul pays du Proche-Orient où les Arabes eux-mêmes peuvent s'habiller comme ils veulent ou critiquer leur gouvernement sans risquer la prison. Alors, bien sûr qu'il faut défendre l'État des Juifs.
Encore une fois, l'apparition du juif fort me paraît une bénédiction, donc bien sûr. Mais défendre l'état des juifs, ce n'est pas... C'est ce que j'entendais, ces gens, vous savez, c'est ceux qui vous disent, moi je suis un soutien inconditionnel. Eh ben moi non. Moi je ne suis pas un soutien inconditionnel. Mon soutien est conditionnel. Mon soutien repose sur une certaine idée que je me fais de cet endroit. Une certaine idée. Et quand je vois que cet endroit, soudain, vote pour la peine de mort, même si la Cour suprême ne le laissera pas passer, mais quand je vois que cet endroit rétablit la peine de mort et instaure dans la même foulée une justice à 2 vitesses, je tremble. Je tremble pour cet endroit. J'ai plus peur pour Israël quand Israël vote la peine de mort que quand Israël est envahi. Quand Israël est envahi... Quoi donc? La peine de mort. Mais bien sûr, pour les terroristes, et encore heureux. Je trouve, alors, très optimiste pour le coup de votre part, de croire que des gens qui sont prêts à mourir en tuant vont être dissuadés de le faire par la peine de mort. C'est-à-dire qu'un type qui est prêt à se faire exploser pour tuer des juifs, qu'il soit dissuadé par la peine de mort, me paraît, alors là, pour le coup, d'un optimisme. Ah ben non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au lieu d'avoir un juif on va suivre un soldat qui a été capturé pour 10 000 types, 1 000 ou 10 000 types qui croupissent dans les prisons, dans ce cas-là, il n'y aura plus d'échange à faire. C'est tout ce que je dis. Enfin bon. D'accord. Allez, une autre question. On va rebondir là-dessus. En prison, donc il n'y aura plus d'échange. Monsieur. Bonsoir, merci pour toutes les explications. J'avais une question. Moi, je suis inquiet de l'image d'Israël depuis le 7 octobre dans le monde. Moi aussi. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on passe d'un pays qui était idéalisé, avec un développement incroyable, un petit pays, etc., à une image, à raison ou à tort, qui est assez catastrophique à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est à cause d'un manque de communication du pays ou autre, ou le LFI ou autre, mais qu'est-ce que vous pensez de cette image et comment on arrivera peut-être à retourner cette image qui est catastrophique? On voit la France, Macron, l'Espagne, enfin, tout est négatif partout. Et je suis assez inquiet de l'image d'Israël et des Juifs. C'est le pays que tout le monde adore détester. Voilà. C'est le pays que tout le monde adore détester. Dès qu'on communie, dès qu'il s'agit de haïr Israël, tout le monde se réconcilie. C'est le pays que tout le monde adore détester. Il y a là une détestation, on n'a pas attendu 1948 pour subir la logique du bouc émissaire. Eh bien, la voilà établie à l'échelle géopolitique. C'est le pays que tout le monde adore détester. Donc, il y a une bonne part de cette image. Je le dis pour dire qu'il y a une bonne part de cette mauvaise image qui ne tient pas à ce que fait Israël, mais qui tient tout simplement à l'existence d'Israël. L'existence d'Israël est une migraine atroce pour les gens pour qui l'idée d'un État juif est une chose incongrue. Les seuls à s'y opposer, c'étaient les orthodoxes dans les années 40. Mais aujourd'hui, c'est un cauchemar pour les gens qui sont autour, que cet endroit existe et que les gens y soient libres, qu'ils y expérimentent une liberté à laquelle ils n'ont pas le droit à côté. C'est un cauchemar. Il faut absolument que cet État disparaisse. C'est la raison pour laquelle on va le charger du pire. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'autorise pas à être béat devant tout ce que fait cet État. Et comme toute démocratie, c'est un univers qui, plus qu'un autre, est fondé à avoir peur, fondé à réagir selon la peur, et parfois aussi à légiférer selon la peur, et d'autres alors sont fondés à dire attention. Je ne dis que cela. Quant à l'image en tant que telle, la mauvaise image d'Israël tient à sa nature même, à sa nature de démocratie au Proche-Orient. C'est un oxymore. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Mais c'est cette mauvaise, outre que c'est une démocratie juive, si vous voulez, ce qui est insupportable. Mais je pense que la mauvaise image tient à ça, et puis tient aussi au fait que encore une fois,
Détester Israël aujourd'hui, c'est pour beaucoup de gens une question de survie. C'est très très important pour eux. C'est très important parce que c'est soit Israël est un quatrième Reich, soit je suis une sous-merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai besoin de penser qu'Israël. Donc on doit aggraver la chose selon la logique développée tout à l'heure, si vous voulez, du crime qui présume une violence supérieure en amont. On est obligé de parler d'Israël comme du quatrième Reich parce que sinon, ça veut dire encore une fois qu'on héroïse des étrangleurs d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle, en retour, il me paraît si important pour cet État, un, d'accepter la critique, et deux, de la faire vivre, de l'organiser. C'est-à-dire de l'organiser, qu'elle ait droit de citer précisément, et que ce soit ce spectacle que les gens donnent. Ça me paraît fondamental, parce que ça ne contredit pas. Moi, j'étais fasciné de voir, par exemple, c'est qu'Israël est quand même le seul pays qui, quand il entre en guerre, attire ses concitoyens. C'est génial. En Russie, il y a un exode de tous les mecs de 30 ans en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. En Israël, il a suffi de 10 jours pour que tout le monde rapplique. C'est extraordinaire. Mais parmi les gens qui rappliquaient, il y avait des gens qui avaient des opinions totalement disparates, totalement différentes. Et c'est ça qu'il faut faire vivre. C'est précisément ça. C'est l'unité dans la diversité. C'est précisément ça. Je reviens sur l'antisémitisme en France. Oui. Et en vous écoutant tout à l'heure, j'avais le sentiment d'entendre un paradoxe. Parce qu'en fait, vous expliquiez que l'antisémitisme, pour qu'il puisse se diffuser, doit passer en dessous des radars de la loi. Et donc, d'avoir un niveau d'antisémitisme dilué dans tout un tas d'idées bien pensantes, mais dilué. En quoi cet antisémitisme dilué, si dilué, peut être une telle menace? Alors vous expliquiez tout à l'heure. J'ai pas dit qu'il était dilué. Ah, moi, je le comprends comme. Non, j'ai pas dit qu'il était dilué. J'ai dit qu'il vivait à l'abri de la loi. Mais quand vous applaudissez un pogrom ou quand vous virez des étudiants juifs d'un amphi, vous n'avez pas dilué l'antisémitisme. Oui. Au contraire, les manifestations du nouvel antisémitisme n'ont rien à envier aux manifestations des ligues des années 30. Ça n'a rien à envier à cela. C'est la même haine, mais c'est une haine qui se vit comme un bon sentiment, c'est tout. Oui, mais je reprenais justement, je repensais à l'exemple des mains rouges. Oui. Les mains rouges qui ont été brandies au début étaient bien pensantes. Oui. Et le symbole a été repris après sciemment. Et vous expliquiez que c'est là le danger. C'est là qu'on bascule. Et donc, c'est cette bascule-là qui m'intéresse. Oui. Tant que cet antisémitisme se propage derrière de façon, alors que je reprends moi dilué, que j'ai compris moi comme étant dilué, mais sous un angle bien pensant, et qui n'arrivera pas à lever les foules, à quel moment cette capillarité-là se met en marche? À quel moment vous changez d'état? À quel moment vous changez d'état? C'est un mystère. C'est-à-dire comment un déplacement insensible fait que vous changez d'état. C'est exactement ça. Et c'est vachement important. Ça commence, vous voyez des images à la télé, vous voyez des reportages un peu biaisés, vous voyez des infos, machin, vous êtes de bonne foi, vous êtes de bonne volonté, vous avez envie de vous engager, vous venez d'entrer à Sciences Po, vous êtes dans des groupes de WhatsApp où ça discute ferme sur ces questions. Les gens qui en savent le plus sur ces questions, les gens qui se sont plus renseignés, sont des gens qui pensent d'une certaine manière. Ils sont plus nombreux, etc. Vous discutez avec eux, vous êtes convaincus. Vous dites stop au carnage, vous mettez les mains rougies, etc., etc. Et puis de proche en proche, vous rentrez dans une logique où vous dites qu'Israël est génocidaire, donc Israël mérite de disparaître, Et donc quand on vous dit que les mains rouges signifient le meurtre d'un Israélien, eh ben finalement, vous vous mettez les mains rouges parce qu'après tout, le meurtre d'un Israélien, c'est peut-être pas si grave. Et c'est de cette manière qu'insensiblement, vous êtes conduit à légitimer l'horreur, à valider l'horreur. La porosité de l'humanité au mal radical est incroyable, invraisemblable. Alors, elle peut se déguiser, elle prend des masques fréquentables. Encore une fois, Coquerel qui dit « Moi, je pense qu'il faudrait que le génocide à Gaza s'arrête », il a l'impression de dire qu'il est contre la violence. Or, en fait, non, il appelle à la violence. Il appelle à la violence quand il dit ça. Il appelle à la violence. Donc, mais c'est ce point de bascule, cette adhésion qui devient vertigineuse quand elle devient meurtrière. Ça a été décrit par Camus dans L'Homme révolté. Camus passe son temps à décrire, notamment le chapitre sur Karamazov.
Très intéressant, Karamazov. Ivan Karamazov, c'est celui qui dit à son frère, écoute, son frère Alyosha lui reproche amicalement d'être un impie. Karamazov lui dit, je suis pas impie, je veux bien croire en Dieu. Je veux bien croire en Dieu, seulement, comment te dire? Je veux bien croire que le jour du jugement dernier, la victime embrassera son bourreau et tout le monde se réconciliera. Mais ce que je comprends pas, c'est que pour en venir là, il faille en passer par les larmes des enfants. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui, pour parvenir à ses fins, a besoin d'en passer par le chagrin des enfants? Et même, il y aurait un seul enfant malheureux. C'est déjà trop cher payé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc Karamazov dit, moi je veux bien croire en Dieu, mais je lui rends son billet. Je veux bien qu'il existe, mais je lui rends son billet. J'en veux plus en fait. Je n'en veux pas. Et pourquoi je vous parlais de Karamazov? De quoi on parlait juste avant? Oui, eh bien voilà. Et le même homme qui refuse de croire en Dieu, ou qui refuse d'adhérer à Dieu parce que Dieu autorise la souffrance des enfants, le même homme qui dit ça est celui qui finit par souhaiter la mort de son père. Et le chapitre que Camus consacre à Karamazov dans L'homme révolté est très important parce qu'il étudie le mécanisme par lequel une profession de foi que Camus lui-même embrasse de tout son cœur. La souffrance d'un enfant, c'est trop cher payé. Une profession de foi à laquelle tout le monde adhère débouche sur la validation d'un meurtre. Pourquoi? C'est ça qu'il faut étudier. C'est ça qui est important, je crois. C'est ça qui est très important. C'est beaucoup plus important que nos désaccords bénins sur X ou telle question. On va prendre encore 3 questions et on pourra clôturer cette conférence. Bonsoir. Bonsoir, madame. L'humanité a été témoin des conséquences extrêmes de l'antisémitisme avec l'Holocauste. Est-ce que vous pensez que, pourquoi cette haine réapparaît-elle aujourd'hui sous de nouvelles formes et n'est-elle pas en fait la peur universelle de l'autre? Non, parce que ce que je disais tout à l'heure, je vous réponds rapidement. La particularité de l'antisémitisme, c'est que c'est pas la peur de l'autre, c'est la peur du même, c'est la peur du semblable. C'est encore une fois, c'est la peur du semblable, c'est la peur c'est la peur fantomatique du semblable, c'est la peur de celui qui redoute d'en être lui-même. C'est la terreur de celui qui redoute d'en être lui-même. Et donc, c'est pas la peur de l'autre qui est en jeu ici, je crois, c'est la peur de soi. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit sur défendre l'État des Juifs et sur l'existence de l'État d'Israël. Également sur le rôle de la diaspora. Bon, vous avez en partie répondu dans le sens où vous pensez que la diaspora a un rôle. Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe, on ne sait plus très bien comment avoir un rôle. Personnellement, je pense que la diaspora doit avoir un rôle. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein d'LFI, Rima Hassan a obtenu la création d'une commission dont elle va s'occuper. On en a parlé. Je suis en retard, excusez-moi. Peut-être que qui va donc discuter de l'après-Oslo. Et on voit très très bien comme vous l'expliquez, sur quoi elle va venir. Comment se préparer à ça? Parce que moi j'ai l'impression que on se tait, on a peur de critiquer Israël. On n'est pas toujours d'accord avec ce que fait Netanyahou, mais on pense que, in fine, il va y avoir un espèce de miracle qui va faire que finalement, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, va finalement porter, et on l'espère quand même de tout cœur. Mais comment est-ce que la diaspora, est-ce qu'il faudrait créer des instances de discussion pour justement, avant eux, parce qu'on sait très bien ce qu'ils vont dire, étant donné que l'État juif ne veut pas d'un État palestinien et que les Palestiniens n'ont pas d'État et ne peuvent pas rester comme ça, eh bien, la seule solution, puisque vous êtes contre la solution à 2 États, il y aura un État. Donc, est-ce que c'est pas à nous de penser l'après, avant que, parce que je pense pas que LFI comme vous
va partir en poussière, en tout cas pas ses idées. Comment peut-on organiser ça? Comment la diaspora peut recréer ces débats sans avoir à critiquer ou pas l'État d'Israël? Parce que c'est vrai que ces tribunes dont vous parlez, Delphine Orviller, je pense que c'est pas ce qu'elle a dit qui était difficile. C'est qu'il y a eu 3 tribunes en même temps sur la même semaine qui a fait que tout le monde en a parlé. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on s'attelle à cette tâche avant les décisions, parce que là, tout le monde aujourd'hui, sauf la communauté juive, dirait pourquoi pas, après tout. Moi, je vais un vous seul répondre. État. Je vous dirai la chose suivante. Je vous dirai que, pour vous répondre rapidement, mais je vous dirai que il y a ce qui dépend de soi et il y a ce qui n'en dépend pas. Et la liberté dans la vie commence le jour où on ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de soi. Voilà. Et la liberté commence là. Je ne connais pas de meilleure définition de la liberté que ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. En revanche, ce qui dépend de soi, on doit lui donner toute sa chance. Or, qu'est-ce qui dépend d'Israël? Que signifie Israël? Israël signifie la possibilité de la liberté dans un univers qui n'en a pas l'habitude et pour lequel c'est une migraine épouvantable. Mais si Israël signifie cela, Israël a aussi cette fonction. Israël a aussi ce sens-là. Et Israël, ce qui dépend de nous, ce qui dépend, enfin de nous, ce qui dépend de ce pays, c'est de faire vivre une liberté à laquelle d'autres n'ont pas accès. Ceci dépend de lui. C'est-à-dire qu'il dépend du pays de ne pas involuer sous le coup de la menace. Voilà. De ne pas involuer sous le coup de la menace. De ne pas devenir un régime illibéral, autoritaire, raciste ou qui pratique la peine de mort. Parce que, et je terminerai sur ce point, la peine de mort est profondément, par essence, antidémocratique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être une démocratie et pratiquer la peine de mort, puisque certaines démocraties pratiquent la peine de mort. Je dis que les démocraties qui ont aboli la peine de mort sont plus démocratiques que les démocraties qui l'appliquent, pour une raison très simple. C'est que la justice des hommes est une justice faillible. Pour que la peine de mort soit acceptable en démocratie, il faudrait qu'en cas d'erreur judiciaire, on puisse ressusciter la victime pour lui redonner sa chance. Il n'y a pas de résurrection possible pour la victime, en l'occurrence, ou pour le condamné. C'est en cela que la peine de mort me paraît d'essence antidémocratique et profondément dangereuse. Et par ailleurs, j'ajouterai ce point, la civilisation est née le jour où l'on a su faire une différence entre la vengeance et la justice. Le jour où on a su établir une différence entre la vengeance et la justice, la civilisation est apparue. Je ne dis pas que la vengeance soit illégitime. Je suis père de famille nombreuse. Si quelqu'un touche à mes enfants, je le tue. Vous voyez, je le tue. Mais je reste résolument hostile à la peine de mort. Voilà. Tu ne voulais pas répondre sur le sujet de la diaspora? J'ai rien à répondre sur le sujet de la diaspora. Moi, je suis un juif de la diaspora, c'est-à-dire mon conseil, je n'ai qu'une recommandation, c'est une recommandation littéraire, c'est le complexe de Portnoy. C'est la Bible de la diaspora. Et ça se termine en Israël. Cher Michel, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et nous sommes très heureux d'être nombreux aussi abonnés de votre revue Franc-Tireur. Nous apprécions beaucoup. Bravo pour cette revue. Et vraiment, nous l'apprécions, nous partageons entre nous les uns et les autres, on se partage, c'est vraiment excellent. Et pour terminer, une petite question, c'était comment lutter contre la désinformation d'une manière générale. Voilà. Ça, lutter contre la désinformation, ça nous prendrait des plombes là, mais en fait, bon, en peu de mots, on lutte mal contre la désinformation
à coup de vérité. Parce qu'une vérité qu'on brandit est toujours suspecte d'être falsifiée par celui qui n'a pas envie d'y croire. On lutte bien contre la désinformation quand on pointe des défauts de méthode. Par exemple, le 23 octobre 2023, un bombardement sur l'hôpital Al-Ali Arabi, la bande de Gaza, d'accord? Immédiatement, le Hamas fit dire bombardement israélien, 500 morts. Immédiatement, Louis Boyard arrive et dit 500 morts, Israël, génocide, etc., machin. Le lendemain, Al Jazeera publie une excuse en disant excusez-nous, pardon, on s'est trompé, c'était une roquette qui venait de Jenin, qui est tombée sur le parking, qui a fait 10 morts. Bon, 10 morts. Mais voilà, bon, 10 morts. Mais les types qui ont dit 500 morts, vous pouvez vérifier aujourd'hui, leur poste existe encore. Ils ne les ont pas retirés. Ils ne les ont pas retirés. Et c'est ça qu'il faut pointer. C'est ça. Et certains y parviennent même. Il y a des miracles parfois. Il y a des miracles. Vous avez vu les excuses? Oui, mais Jean-Michel Apathy a présenté des excuses à Caroline Yadan. Madame. Mais oui. Mais c'est et alors c'est la première fois. On va pas bouder notre plaisir quand même. C'était bien. C'était sympa. Ouais, peu importe. On s'égare. Et je sais plus ce que je vous disais, mon Dieu, je perds le fil. Oui, sur la désinformation, c'est la méthodologie qui me paraît importante. C'est par la méthode qu'on lutte contre la désinformation plus que par la vérité. C'est-à-dire, les procédures de captation de l'information me paraissent plus importantes à pointer, si vous voulez, que le contenu même d'une information désormais. Parce que c'est information contre information, etc. Donc il faut travailler sur la méthode. Quand Marine Le Pen dit à Emmanuel Macron, vous avez peut-être un compte offshore aux Bahamas, en fait, c'est un hoax russe qu'elle a récupéré juste avant, si vous voulez. Si Macron dit, ben non, madame, j'ai pas de compte offshore, on dira, il nie, c'est louche. Vous voyez? Donc, il faut pas dire ça. Il faut juste dire, mais non, madame, où avez-vous récupéré cette information? Ah, sur un site russe. Ah, vous voyez, madame, c'est sujet à caution. Peut-être que c'est, etc., etc. Et c'est là que l'info disparaît. Parce que la méthode du complotiste, c'est pour disperser le venin, consiste à dire, mais enfin, je pose une question, j'ai quand même le droit, vous voyez. J'ai demandé à Macron s'il avait un compte offshore aux Bahamas, j'ai le droit de poser la question. Non, en faisant ça, on pose pas une question, on instille un soupçon. On instille un soupçon. Et le démenti sur le soupçon lui-même augmente le soupçon. Donc, pour lutter convenablement contre un tel danger, si vous voulez, on fonctionne pas par démenti, c'est-à-dire c'est pas à coup de vérité qu'on corrige les choses, même si ça peut aider. Non, c'est en travaillant sur la méthode. Vous avez mal récupéré l'information. Voilà comment je recommande de lutter contre la désinformation. Madame. S'abonner au franc-tireur. Dieu vous entende. Madame. Bonsoir. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'attitude du gouvernement français face à Israël depuis le 7 octobre. C'est bien, c'est les questions simples qui arrivent en fin de... te permet de te reposer. Je vous répondrai sur un seul point, qui est la question de la reconnaissance de la Palestine. En fait, quand au mois d'avril dernier, en avril 2025, Emmanuel Macron dit « Je suspends la reconnaissance de la Palestine à la reconnaissance d'Israël par les acteurs de la région, le démantèlement du Hamas et l'organisation d'élections libres, comment dire, dans le trousseau de la mariée, il y avait de quoi faire. Et en fait, à ces conditions liminaires, a succédé une reconnaissance unilatérale de la Palestine, comme ça, pour rien, et qui n'a rien changé. J'ai jamais vu un tel raté diplomatique. J'ai jamais vu, c'est-à-dire une telle envie d'être au rendez-vous de l'histoire qui passe à côté de l'histoire en train de se faire. J'ai été fasciné par ça. J'ai été impressionné par ça. Après,
je fais partie de ces gens incorrigibles qui continuent de penser qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce président-là. Enfin, j'ai suscité, je savais pas que j'allais susciter ce genre de truc. Ça, c'est un scoop. Ah oui, oui, non, mes amis, mais je suis désolé. Le jour où cet homme-là sera remplacé soit par un gourou fou qui éructe la haine des Juifs, soit par un puceau, un marmouset de 30 ans dont les seules études se résument au visionnage des vidéos d'Alain Soral, le jour où ce sera quelque chose comme ça, ou une incompétente notoire condamnée pour détournement de fonds européens, si vous voulez, le jour où il sera remplacé par quelqu'un comme ça, on aura bien du regret, bien de la nostalgie de l'époque où on était gouverné par un type simplement faillible. Non, jamais. Ah non, si c'est Le Pen ou Mélenchon, là j'ai piscine. Ah non, si c'est Le Pen ou Mélenchon. Et je vous jure, je suis parti dans des diatribes contre les abstentionnistes. Je les ai traités de feignants, de crapules, de salauds, qui vont à la pêche alors que d'autres sont morts pour qu'ils puissent exercer leur liberté. Je leur ai craché à la gueule, etc. Le Pen, Mélenchon, je me casse. Je me casse. Non, je reste en France, mais je ne vote pas. Je ne vote pas. Je suis pas concerné par cette mascarade, je vote pas. Voilà. Allez. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Allez, nous allons clôturer cette conférence. Merci infiniment d'être venu. Merci à Raphaël. Merci les amis, merci. Vous pouvez retrouver la conférence sur notre chaîne YouTube, Axil. Merci.